Gaëtan Muller est avec nous aujourd'hui. Il est président délégué de LDLC Asvel. On l'accueille, merci beaucoup d'être là. David Douillet est avec nous. David avec de nombreuses casquettes, mais aujourd'hui celle de Senior Advisor de Link Sport Capital. Nous avons Patrice Béguet, également avec nous aujourd'hui, directeur exécutif BPI France et BPI Excellence, qui accompagne beaucoup le monde du sport. Et enfin, Cédric Messina, fondateur de MyCoach, et Thomas Cook, directeur général et associé de la filiale Entertainment de VP, Vente Privée, qui s'appelle désormais Vente Privée. Merci beaucoup, VP, exactement. Merci beaucoup à vous cinq d'être là pour réinventer ensemble le monde du sport business. On débute avec vous, Patrice Béguet, BPI, Banque publique d'investissement. On dit rarement, on explique rarement les trois lettres, mais on va le dire ici. Alors ces investissements dans le domaine du sport business, Patrice, est-ce qu'ils sont en augmentation? On en a parlé un petit peu juste avant. Vous le constatez, vous, au quotidien? Alors, pour repréciser, en particulier vis-à-vis du jeune public BPI France, sachez que ça démarre dès maintenant au sein de la création d'entreprises. C'est-à-dire qu'avant, c'était les TPE, donc c'est créateurs d'entreprises, start-up, TPE, PME, ETI, grands groupes et jusqu'au fonds souverain. Donc en fait, vous pensez entreprise, vous pensez BPI France. Et puis, en tant qu'entrepreneur, il y en a beaucoup autour de cette table-là et dans la salle, vous êtes des sportifs de haut niveau. Alors nous, notre rôle, c'est de vous accompagner, c'est également de vous entraîner. On est un petit peu le intersport des entrepreneurs et en même temps le Marcoussis, on dit ici au Loup, des entrepreneurs. Et c'est vrai qu'on a financé dans le monde du sport l'année dernière à peu près plus de 3 millions encore de nouveaux projets dans la Sportec et puis également dans toute la partie équipementier. C'est-à-dire qu'il y a le monde du sport et je pense qu'aujourd'hui, on disait souvent le sport c'est comme une entreprise, il y a des bémols. Je dirais. C'est-à-dire que la vision du président de club, c'est la même certainement qu'un grand chef d'entreprise, avec un point GPS loin, un tableur Excel en même temps proche de soi, je pense, quand on est président de club. Mais il y a surtout cette volonté, cet optimisme, cette proximité humaine qui est clé avec ses joueurs, avec ses partenaires, avec ses clients et avec tous les jeunes. Parce que ceux qui font l'avenir de notre pays aujourd'hui, sur l'ensemble des territoires où les énergies créatrices sont revenues dans nos territoires, c'est notre jeunesse. On a une chance énorme dans notre pays, c'est notre jeunesse. Vous parlez des territoires, ça c'est important chez BPI, avec notamment, vous avez fait une tournée, un French Fab Tour qui s'est arrêté aussi sur les plages cet été. Pourquoi? Pour aller à la rencontre de ces entrepreneurs. Est-ce que vous avez trouvé, lors de vos différents déplacements, justement, beaucoup d'entreprises qui ont envie d'y aller dans ce monde du sport, qui ne savent pas trop comment s'y mettre et que vous allez aider justement à rejoindre notre écosystème? Alors le French Fab Tour, pour resituer un petit peu, on a démarré le 15 janvier à Laval. On nous avait dit pourquoi Laval? Parce que j'avais dit le créateur du pins bleu que vous connaissez était originaire de Laval. Donc il fallait lui rendre hommage. Voilà. Et puis on avait 1500 personnes. Au Sable d'Olonne, on a fait cet été notre plus gros score. On a eu 40 000 personnes sur une journée. C'était énorme. Donc au total, on aura touché directement 600 000 Français sur cette tournée-là. La dernière étape aura lieu le 10 octobre prochain à l'Accor Hotel Arena de Paris, pour l'événement Big où on attend plus de 45 000 entrepreneurs. Et en fait, aujourd'hui, l'image qu'ont les jeunes, même les familles de l'industrie, c'est une image un peu vieillotte. Vous savez, les usines à hauts fourneaux, etc. Et donc, l'idée était d'aller au-devant des Français et de leur montrer que l'usine 4.0, d'abord, elle recrutait en masse. Deuxièmement, elle payait très, très bien. Parce que aussi le souci qu'il y a, c'est de mal apprendre à nos jeunes, j'insiste bien, dans le domaine du travail, c'est de mal les payer. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas. On n'apprend pas les gens en les payant mal. Donc aujourd'hui, on a une chance d'avoir l'industrie qui fait ça, qui recrute énormément de personnes, puisque c'est 200 000 personnes encore en recrutement cette année, dans tous les territoires une fois de plus. Donc on a fait cette tournée-là. On a le grand événement à Bercy pour connecter les petites entreprises et les grandes entreprises avec... sans top speaker, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et ça intéresse le monde du sport, évidemment, parce que le monde du sport a besoin de ces entreprises-là aussi pour continuer à avancer, continuer à vivre, évidemment. Gaëtan Muller, vous le connaissez, ce milieu du sport parfaitement, ce milieu du sport business depuis de nombreuses années maintenant. Est-ce que vous avez vu les relations entre les différents acteurs évoluer et si oui, comment?
Oui, c'est vrai qu'elles ont énormément évolué. Notamment aujourd'hui, le partenaire ne va pas forcément rechercher le temps du copinage, comme je l'appelais un petit peu, où la danseuse du président est terminée. Le partenaire va rechercher de la rentabilité, va rechercher un retour sur investissement. Et c'est vrai que du coup, pour nous, club, il faut se réinventer et essayer de réfléchir à créer de l'émulation, créer de nouvelles offres, faire en sorte que les gens puissent avoir un vrai temps de partage, d'échange, et puissent à un moment donné avoir un retour sur leur investissement. Qu'est-ce qu'ils demandent précisément? Qu'est-ce qu'ils veulent? Avec des exemples précis, quand ils mettent de l'argent dans votre club, LDLC Asvel, que demande le partenaire? À mon sens, il y a deux possibilités. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les RP, donc c'est pouvoir être présent sur les matchs, avoir un temps privilégié avec d'autres partenaires pour les rencontrer ou avec des clients pour pouvoir les amener aussi au match et être dans d'autres conditions. Et puis, il peut y avoir ce côté visibilité. Visibilité et capital sympathie, parce que venir dans le club de l'LDC Asvel, c'est aussi s'attacher à des valeurs, et c'est quelque chose qu'en général les marques aiment, pouvoir être mis en avant et pouvoir s'identifier. Donc en général, ça peut être un package entre les deux, mais bien souvent c'est visibilité, capital sympathie, et puis retour sur investissement avec des clients ou avec des partenaires. Ça, c'est pas spécialement nouveau. Ça fait un petit moment que ça existe pour les partenaires. Est-ce que ces marques, elles essayent d'avoir quelque chose de spécifique avec vous? Est-ce qu'elles essayent d'écrire une partie de leur histoire à travers ce sponsoring qu'elles ont? Oui, chaque marque essaye d'avoir sa particularité ou son côté sur mesure. On peut avoir des exemples aujourd'hui. Moi, je prends l'exemple sur l'Euroleague, donc la ligue fermée dans laquelle on va participer cette année. On va organiser des voyages très précis avec la région ou avec la métropole. L'exemple d'aller à Milan sur un match et de travailler avec le président de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, de venir et d'emmener des entreprises avec nous qui peuvent venir sur un dîner. Tony Parker sera présent, Jean-Michel Aulas peut être amené à venir également. Et là, c'est créer du lien entre les entreprises, se développer et passer un moment agréable aussi. Et c'est des choses qui sont assez nouvelles, qui ont existé par le passé, mais qui sont aussi assez novatrices et qui créent de l'émulation. Parce que c'est vrai qu'à travers le sport, on trouve quand même des choses un petit peu différentes, vertueuses et qui donnent envie. Aujourd'hui, l'association entre le sport et les marques est très forte, notamment via le naming. Ça, on le voit un petit peu plus, mais de plus en plus souvent. C'est le cas de votre club qui s'appelle désormais LDLC Asvel. Comment ça s'est passé ce mariage entre les deux? Quelles sont les demandes et quels sont les retours attendus d'LDLC justement? Alors, je précise qu'effectivement, il y a eu ce naming LDLC Asvel et on a eu aussi également le naming de notre académie, la Tony Parker Adéquate Academy. Et dans les deux cas, le lien s'est fait tout d'abord une rencontre d'hommes avec des dirigeants, Laurent de la Clergerie pour LDLC et Jean-Marc Brun pour Adéquate. Une envie, parce qu'au départ, ils étaient partenaires, ils sont rentrés comme entre guillemets simples partenaires. Et puis après, des liens que l'on a pu créer. Bien évidemment que le naming est important pour un club, que ça donne de la visibilité, que ça donne des moyens financiers, que ça donne aussi de la durée et de la constance, puisque pour ces deux exemples, on est sur 10 ans et 12 ans de partenariat, mais aussi on a essayé de chercher à travers ces partenariats du sens. Quand on prend LDLC, sur la partie high-tech, nouvelles technologies, il y avait une vraie envie de nous accompagner. Nous aussi, d'un point de vue digital, on avait des volontés, donc il y a vraiment du sens à grandir ensemble et à avoir un projet de développement ensemble. LDLC qui sera avec nous en fin de journée pour parler e-sport, notamment parce que là aussi, il y a des liens entre la Tony Parker Adéquate Academy et LDLC sur la partie e-sport. David Douillet, avec Johan Deveau et Xavier Antonios, vous avez créé, vous, un fonds d'investissement dédié au monde du sport. Alors, pour qui et pourquoi vous l'avez fait? Pour qui? Pour le monde de l'entreprise, pour financer les entreprises, pour financer leur croissance, pour les aider aussi à détecter les personnes de qualité à travers le réseau d'un 2-3 qui a investi dans des centaines d'entreprises, dans des centaines d'activités différentes. En fait, le but final, c'est de promouvoir l'entreprise française du sport. Voilà. Ces financements ne se font pas à l'échelle des startups, se font à l'échelle des sociétés qui ont déjà un vécu, qui sont déjà bien assises, avec entre 5 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui ont besoin vraiment d'être épaulés dans leur croissance. Voilà. Et c'est pour ça, pour passer ce cap-là, des caps importants, par exemple le fait d'internationaliser son activité, par exemple,
qu'on peut avoir besoin d'un fonds comme le nôtre. Donc on a besoin du côté financier, mais on a besoin du coup de pouce réseau finalement. Il y a aussi le coup de pouce réseau qui est tout aussi important. Pour nous, la façon dont l'entreprise sera construite de l'intérieur à travers ces hommes est aussi importante de la façon dont elle sera gérée et financée. Voilà. Parce que c'est de l'avenir dont on parle. Pour que ces succès soient validés et confirmés, pour que ça puisse grandir, continuer à grandir, eh bien, il faut des bases extrêmement solides qui, je l'espère, augureront un avenir pour le sport en général, parce qu'il s'agit de ça aussi. L'État-providence, il l'est de moins en moins. Voilà, les collectivités, malheureusement, sont contraintes financièrement, et heureusement que nos amis de la BPI sont là aussi pour tamponner cet effet-là. Mais moi, je pense que le futur, le financement du sport, et en particulier en France, se fera à travers le privé et le monde de l'entreprise. Bon nombre d'entrepreneurs, il y en a ici sur ce plateau, il y en a sans doute dans cette salle, ont compris que d'investir dans son écosystème, c'est investir pour l'avenir de son entreprise, oui, mais c'est investir aussi pour le futur des valeurs du sport et de tout ce qu'elles peuvent apporter dans une société. Thomas Cook, il y a des entreprises qu'on n'attend pas forcément au départ dans le monde du sport. Vente privée, on se dit bon, pourquoi pas, pourquoi pas d'ailleurs. Vous êtes directeur général et associé de la filiale Entertainment de VP. Comment VP vient à s'intéresser au sport business et pourquoi? Qu'est-ce que vous faites avec ce milieu-là? On peut dire que c'était presque un accident, c'est-à-dire que VP était un groupe aujourd'hui qui fait 3 milliards de volume d'affaires, et pour arriver à ce niveau-là, on s'est beaucoup diversifié. On a vendu une activité, notamment le ticketing, et en découvrant le ticketing sur vente privée, on s'est aperçu que les clubs et les acteurs du sport n'avaient pas totalement embrassé la révolution digitale. Et on a creusé et on s'est aperçu que ces mêmes acteurs bénéficiaient de solutions technologiques qui étaient majoritairement datées, obsolètes. Et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on devait potentiellement utiliser nos savoir-faire, les technologies qui étaient à notre disposition, pour éventuellement leur proposer et les aider, eux aussi, à commercialiser directement leurs tickets. À connecter aussi le monde des startups dont on parlait il y a quelques minutes avec ce milieu-là? Et en fait, pour arriver à cet objectif, une fois qu'on avait identifié que cet univers-là n'avait pas les bons outils, pour leur proposer des bons outils, on s'est rendu compte que la manière la plus efficace de le faire, c'était d'investir sur des projets, d'investir sur des personnes, peut-être plus que de le faire en croissance interne, et d'aller plutôt sur de la croissance externe et de financer des projets, des personnes dans l'univers du ticketing, dans l'univers du paiement sans contact, dans la modélisation 3D et ainsi de suite, et de proposer cet ensemble-là à nos clients. On l'a dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, sur la table ronde précédente, le vrai défi aujourd'hui pour les startups, c'est de grandir, mais de survivre aussi. Vous aussi, au-delà de l'aspect financier, vous apportez un vrai accompagnement à ces startups qui veulent percer ici. Je crois qu'en tant qu'industriel, on apporte un complément aujourd'hui à ce qu'un fonds d'investissement ou une BPI peut apporter. C'est réellement complémentaire. On peut intervenir à un momentum de la start-up qui est différent, même si on peut intervenir assez tôt. Et c'est vrai que notre apport va se focaliser évidemment sur le financement, mais on va essayer aussi d'apporter aux fondateurs et aux modèles le plus de pragmatisme possible, avec évidemment du conseil, mais aussi ce qu'on nous va appeler du pipe commercial, les aider à signer des contrats et les aider à tendre le plus rapidement possible, s'ils le peuvent, vers la rentabilité, sans faire forcément des erreurs que d'autres peuvent faire en utilisant les financements qui leur sont mis à disposition de manière pas forcément fortuite, et de se focaliser sur leurs produits et leur commercialisation. En fait, c'est pas qu'on est un peu fatigué du modèle de la Startup Nation, ou en tout cas de la course à la levée de fonds, c'est qu'on aimerait passer à la Business Nation. À un moment donné, c'est de dire, le modèle, c'est quand même de gagner de l'argent. Et notre objectif, c'est d'aider les gens à gagner de l'argent, parce que c'est en gagnant de l'argent que l'entrepreneur est indépendant. Cédric Messina, avec MyCoach, qui est né en 2011, vous gagnez de l'argent, vous, maintenant. Vous avez été parfaitement bien accompagné, justement? D'une part, on a déjà été superbement accompagné par pas mal d'acteurs ici présents, notamment la BPI 1, 2, 3e. Je vais rebondir sur ce que j'ai entendu précédemment. Effectivement, je crois que sur l'incompréhension parfois qu'il peut y avoir entre une start-up et le monde du sport,
c'est clairement sur ce positionnement d'entreprise pérenne qui crée un modèle économique. On a souvent tendance à aborder la start-up comme une idée, comme un effet d'annonce. Et non, on crée les emplois de demain, on crée surtout le business model de demain. En ce qui concerne MyCoach, c'est plusieurs levées de fonds. Aujourd'hui, on a levé quasiment 10 millions d'euros. C'est aussi, souvent, on insiste sur l'évolution de notre croissance, notre chiffre d'affaires, qui double chaque année. On dépassera les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un partenariat avec 9 fédérations, mais c'est aussi l'ambition de passer un message. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir des startups françaises qui existent à l'international. Moi, lundi, on était invité à l'Élysée et on a assisté au discours du président de la République qui croyait et qui a, au milieu de son discours, au-delà des annonces financières, qui a longuement évoqué la question de la souveraineté technologique en disant qu'il fallait agir vite et qu'il fallait rétablir cette confiance entre le monde public, politique et sportif et les startups pour vraiment créer un écosystème fertile. Alors, on revient sur MyCoach. Vous étiez là en 2011 pour accompagner la transformation du numérique du monde sportif. En 2011, ça n'a pas été simple au début quand même, de forcer la porte des fédérations avec qui vous avez signé depuis. Ça n'a pas été simple, surtout qu'on a fait le choix de se positionner sur plusieurs segments de marché. Déjà que ce n'est pas évident qu'on comprenne ce que vous faites. Nous, en plus, on a pris le tournant en se disant il faut qu'on soit positionné sur plusieurs segments. Donc dès le départ, ça a été le segment des entraîneurs. Donc on a tout de suite signé avec la FFF, qui est un véritable succès. Le deuxième, ça a été de se dire comment, de cette relation avec la fédération, on peut faire une relation pérenne avec d'autres fédérations. On a enchaîné avec le hand, le hockey sur gazon et le volley. Mais c'est surtout, ça a été de se dire, au-delà d'une relation avec une fédé et le monde amateur, il faut aussi qu'on aille sur le marché de la performance. Et on a créé une plateforme pro en se disant, de toute manière, si on veut que cette marque se pérennise, il faut que des professionnels et le haut niveau l'utilisent. Et c'est comme ça qu'on a créé MyCoach Pro. Donc, sur la communication, il a fallu vraiment évangéliser pour faire comprendre qu'aujourd'hui, on pouvait être positionné sur plusieurs segments. Après, le deuxième point important, et je crois que c'est ce qu'on vit, et toutes les startups le vivent, c'est un marché pas forcément mature, encore atomisé, où il y a une Est-ce qu'on dit tout simplement on n'a pas les moyens de faire appel à vos services? Est-ce qu'il y a des contraintes de budget souvent? Non, c'est simplement aujourd'hui qu'on priorise davantage l'investissement sur les infrastructures et sur le salaire des joueurs. Je crois que la technologie, on n'est pas en avance là-dessus. Il y a des efforts à faire. Ça, c'est hyper important. Ensuite, ce que je retiens, c'est que quand vous avez un marché qui n'est pas forcément mature, vous avez un choix entre internaliser vos solutions. Donc là aussi, quand vous êtes une start-up, vous devez lutter et convaincre pour dire que vous êtes une solution qui pouvait apporter davantage qu'une solution en interne, qui est prônée par vos équipes. Mais je crois que c'est un modèle qui est en train de changer, qui évolue, il y a une maturité. Je compare souvent ça au marché, à la révolution administrative des années 80. Si vous imaginez, nous on le vit tous les jours dans les clubs, vous imaginez maintenant chaque comptable ou administratif qui va voir son patron et qui lui dit non, il ne faut pas prendre un partenaire, il faut internaliser, créer son propre outil. Je crois que c'est ce que je vis moi au quotidien, en expliquant qu'on a quand même levé 10 millions d'euros et qu'aujourd'hui on a une plateforme qui a fait de l'usage et on est au service en fait des clubs, non pas pour concurrencer l'internalisation, mais pour leur apporter et aller beaucoup plus vite. Apporter un complément et faire gagner du temps, effectivement. Quand on est patron de club, Gaëtan Muller, est-ce qu'on travaille avec des startups? Oui, en tout cas, on regarde, puisque la recherche et développement, c'est un vrai sujet, en tout cas une vraie volonté chez nous. Donc, on peut être amené à travailler avec des startups. C'est vrai qu'on est très sollicité. Donc on ne pourra pas travailler avec tout le monde, mais on est toujours... Il n'y a pas d'incubateur en prévision chez vous? Non, pas encore. Vous utiliserez celui du loup peut-être? Mais on regarde, et après il y a certaines entreprises avec lesquelles on peut effectivement être amené à travailler, notamment autour de la data, du CRM, et des choses qui peuvent être pour nous, tout le ticketing et la relation client, qui sont pour nous très importantes et intéressantes. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir en France de très belles startups qui ont de beaux projets et de belles solutions à nous proposer. David Douillet, vous travaillez aussi, vous, avec des clubs pro en direct? Oui, alors on travaille avec eux. Alors, c'est le volet, on a un volet social dans le fond. Aujourd'hui, on a un accord avec le Stade français et puis on est en pourparlers avec d'autres clubs dans d'autres disciplines, où là, c'est plutôt le côté l'avenir des athlètes qui nous intéresse. C'est-à-dire que l'idée, c'est, au-delà de certains qui pourraient investir dans le fonds, en tant qu'investisseurs purs, de les
de leur donner accès à tout l'éventail d'entreprises qui peut exister et dans le fond et dans la structure 1, 2, 3 pour qu'ils puissent comprendre et apprendre ce qu'est l'entreprise. Faire partie de board, assister, comprendre et préparer leur avenir. Donc formation pendant la carrière grâce à voilà, grâce à un fonds, ouais. exactement. On a un accord avec l'EM Lyon sur ce sujet-là. Décidément. Oui, décidément. Cette Tout se école, passe à Lyon. on en parle dans C'est le centre du monde. toutes nos discussions. Voilà. Et profitons et on profite de tout le réseau de l'EM Lyon pour que la reconversion des athlètes puisse se faire d'une autre manière à travers un fonds. C'est un peu particulier, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on est très attaché. Thomas Cook, vous, en revanche, l'objectif de VP, c'est pas d'investir dans un club, c'est vraiment de rester à côté de lui. Chacun à sa place. Non, on nous a beaucoup sollicité pour investir dans le sport, que ce soit en sponsoring, mais surtout en rachat de clubs, effectivement. En naming, genre de choses, c'est pas votre... Il y a eu plusieurs vagues, mais il y a eu effectivement les clubs qui étaient à vendre. Déjà, je pense que le modèle des sociétés qui rachètent les clubs est passé. C'est principalement des aventures humaines plus que sociétales. Et puis en plus de ça, nous on a un autre sujet, c'est que par l'intermédiaire de tous nos outils, on bosse déjà avec à peu près 200 clubs professionnels en Europe. Donc on veut rester indépendant, pouvoir travailler avec tout le monde et se concentrer sur nos savoir-faire. Nous c'est le digital et c'est comme ça qu'on sera les meilleurs. David Douillet, vous venez du monde du sport, évidemment, vous êtes un grand champion, mais vous auriez pu investir ailleurs que dans ce milieu-là. Pourquoi avoir choisi quand même de rester dedans? Parce que c'est un milieu qui en a besoin. Voilà. Et pourquoi le sport, le monde du sport, le monde associatif, tel qu'on l'entend, parce que devrait être à l'écart du monde de la finance, à l'écart du monde de l'investissement, il va en dépendre dans quelques années. Et en dépendre directement. C'est mon avis. Je peux me tromper, j'espère, mais en tout cas, je pense que ça va être ça. Donc, il faut que l'ensemble de la chaîne, que ce soit d'un club, mais je ne parle pas d'un club pro, je parle d'un club qui forme les gamins, d'un tout petit club, d'une toute petite association, puisse déjà commencer à prendre les réflexes d'une mini-entreprise pour générer sa propre création de richesse pour pouvoir pérenniser son activité avec ses propres gamins. Puis ensuite, tout au long de la chaîne, remonter jusqu'à une fédération qui doit elle-même aussi, parce que bon nombre ne le sont pas, suffisamment professionnalisée dans ces domaines-là. Et puis, après, que tout ça se mette en marche. D'ailleurs, MyCoach l'a bien compris, et puis il y a d'autres startups ou d'autres entreprises qui l'ont bien compris, que toute la chaîne doit être connectée et interconnectée avec les mêmes réflexes, les mêmes attitudes, dans le même sens pour que l'avenir puisse fonctionner. Parce qu'on a des consommations du sport qui changent, on a une appréciation du sport qui change, on a aussi une implication du sport dans la vie qui évolue. Les gens font de plus en plus de sport, vont être amenés, peut-être même obligés d'en faire de plus en plus, ne serait-ce que pour leur protection personnelle, individuelle, d'assurance, de complémentaires, etc. On va exiger que vous soyez en très bonne santé, avec de très bonnes analyses. Donc peut-être que le sport, là aussi, a un vecteur voilà. Je commence à pousser des portes pour vous faire comprendre que le sport va devenir, et ça je le souhaite de tout mon cœur, parce que ces valeurs sont tellement importantes pour nos sociétés, peuvent tellement résoudre de problèmes, que le sport va devenir un pilier encore plus important dans nos sociétés. Donc il doit être très construit en termes de financement, sur ces sujets d'investissement, sur ces sujets qui peuvent paraître grossiers ou mal appréhendés. Il ne faut pas en avoir peur. C'est pour ça que je me suis investi de cette manière-là aussi. Pour rendre un peu au sport ce qu'il vous a apporté, évidemment. Alors, il y a de la concurrence, de l'argent, il y en a, mais on peut en mettre dans la culture, un peu partout. Quand on est dans une ville ou dans une métropole comme Lyon, Gaëtan Muller, il y a pas mal de concurrence autour. Il y a de grands clubs, il y a le Loup, il y a l'Olympique Lyonnais. Comment on se démarque et comment on arrive quand même à aller chercher des investisseurs, justement? En se rapprochant. Aussi, c'est vrai. Non, mais on essaie d'être innovant. Moi, je pense qu'effectivement, on peut toujours dire qu'il y a de la concurrence, et c'est vrai, mais ça crée aussi de l'émulation. Et puis, que ce soit avec le Loup ou que ce soit avec l'Olympique Lyonnais, on est plutôt bienveillants les uns avec les autres et on se respecte beaucoup. Après, à nous d'être créatifs, d'embarquer
que ce soit les partenaires ou les supporters dans une aventure différente, puisque là aussi, en fonction des spécificités du sport, il y a des aventures différentes qui peuvent se créer. Et voilà, l'important, je pense que c'est d'innover, toujours ne pas s'endormir et se reposer sur ses lauriers et essayer d'aller chercher des modèles vertueux qui permettent d'avancer et de se projeter. Je pense que les gens ont besoin en permanence d'avoir quelque part des rêves, des objectifs, et c'est ce que l'on essaie d'amener en traçant des perspectives, parce qu'on fait souvent le parallèle avec le sport et l'entreprise, et c'est vrai que quand on a repris par exemple le club en 2014 avec Tony Parker, l'objectif c'était vraiment de le récupérer comme une entreprise en traçant des perspectives, en emmenant des projets à 1, 3, 5 ans, 7 ans, structurés, en évangélisant quelque part nos partenaires, en leur donnant la bonne parole pour nous accompagner sur un projet. Et puis un projet, c'est pas qu'un projet sportif. Évidemment, c'est un projet sportif et économique, mais c'est aussi un projet caritatif, social et sociétal. Et je pense que là aussi, les partenaires sont sensibles par les temps qui courent à toutes les actions qui peuvent être menées et qui ont du fond. Et c'est ce que l'on essaie de mettre en place au quotidien. Raconter des histoires, c'est toujours le fond du problème. Patrice Béguet, est-ce qu'il y a un marché particulier ici, à Lyon? Est-ce qu'il y a un dynamisme que vous avez noté? Il y a, je pense, le marché du cœur. C'est une région formidable qui s'ouvre. Alors, on parle de différents sports. Moi, je vais vous parler de 2 personnages ici qui comptent. D'abord, quelqu'un qui, il y a quelques années, disait je veux amener ma région, ma ville. Et puis, cette idée de génie, ce grain de folie de faire de l'événementiel. Ce monsieur-là, il est leader mondial de l'événementiel aujourd'hui. Il sera d'ailleurs sur la grande scène du Big à Paris le 10 octobre. C'est Olivier Ginon. Il était sur la plus petite scène de Sport Unlimited hier. Hier. Pour faire l'ouverture. Et j'ai dit devant les ministres la semaine dernière, parce qu'on me demandait quel était le conseil qu'il fallait donner, j'ai dit, j'ai pas de conseil à donner, je vous dirai tous et toutes d'être ginonissimes. Ça a un lien direct avec Olivier parce qu'au fond de lui, il a une ADN, ses valeurs de simplicité, de proximité, de volonté, optimisme, qui en a fait. Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'il transmet cet homme. Il transmet grâce à une équipe formidable, avec un président du Loup, avec Franck-Isaac Sibyl, au niveau du marketing. Donc on ne réussit jamais seul. Et c'est pour ça que BPI France a choisi de faire des sports en équipe. Parce que la vie, elle est là. Et la transmission, vous la vivez en ce moment, dans cet événement-là. On a un partenariat BPI France avec un club sur chacune de nos implantations. C'est 53 implantations en France. Et un jour, il y a un très grand sportif, comme David, j'allais dire le David du rugby, qui vient me voir dans mon bureau et qui me dit, voilà, je viens concourir au même titre que les autres clubs pour être club BPI France. Et il vient, non pas en étant en première division, en deuxième, mais en troisième division. Ce club s'appelle Blagnac, c'est à côté de Toulouse. Et à la grande surprise, quand on a annoncé nos partenariats, on n'a pas annoncé le Stade Toulousain qui concourait, on n'a pas annoncé le TFC, on a annoncé Blagnac. Pourquoi? Parce que cet homme-là avait une idée de faire monter une petite pépite en grand groupe. Derrière ça, il me présentait qu'un jour, il aurait l'idée de créer dans une grande ville française et le démultiplier partout en France, un événement qui ne portait pas encore ce nom-là. Je vous demande d'applaudir Monsieur Michalak. Je ne sais pas s'il est avec nous, mais il reviendra avec nous tout à l'heure pour conclure cette journée. Effectivement, Fred qui a cru en ce club de Blagnac, qui y croit très fort et puis qui a continué son chemin en créant ce très bel événement ici. Ce monde du sport business, on en parle depuis le début de l'après-midi, il est en perpétuelle évolution. Il va progresser encore, Patrice Béguet? Le sport business? Ouais, notre monde là. Ou le business du sport, je ne sais pas comment on peut le dire. Je pense que oui, c'est-à-dire que la chance qu'on peut avoir aussi, c'est pas le cas de tous les grands sportifs, mais d'avoir des gens de très bon niveau et de grande proximité humaine, comme tu l'es, David, comme Tony l'est, comme je viens de le citer, Frédéric Michalak, c'est une chance. Pourquoi? Parce qu'ils vous montrent qu'ils ont été sur le terrain et qu'ils continuent sur le terrain pour accompagner des jeunes, pour faire du développement. Et moi, je vous dirais juste une chose qui est importante, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, ils ont beaucoup d'espoir. Il faut vous dire, rêvez.
rêvez le plus fort possible. Faites que ce que vous avez envie de faire. Et derrière, vous devez avoir des gens qui vous accompagnent, ce qu'on appelle les mentors ou d'autres. Car la femme ou l'homme est tout simplement ce qu'il fait. Donc faites. Rêver, ça vous rêvez aussi, vous, un peu, Cédric Messina, notamment en sortant de France. On va terminer là-dessus, parce que MyCoach n'est pas resté dans l'Hexagone. MyCoach est sorti en Europe et s'approche de l'UEFA, notamment. C'est pas rien, ça, quand même, quand on est une start-up au départ en 2011 et qu'on va signer avec une énorme ligue en Europe. Ouais, non, c'est surtout un contexte favorable qui devrait nous amener une réelle légitimité. Je crois que cette accélération de l'UEFA, c'est un sourcing dans le monde entier. Il y a plus de 350 startups dans le football qui ont postulé, 80 dossiers et 16 convoqués à l'oral à Nyon. Et on fait partie des 7 qui sont restés sur une accélération de 6 mois. J'espère vous l'annoncer, on est en cours de signature du contrat, mais on sera sans doute les seuls à sortir un produit avec l'UEFA. Je crois que pour nous, c'est une quête de légitimité importante, notamment sur ce complexe français. Pour la petite histoire, la semaine dernière, on était avec la FFF et je leur expliquais tout ça. Et j'ai pris un peu de recul et je leur ai dit, vous savez que ce qui a été retenu par l'UEFA, c'est qu'on était quand même le plus beau duo mondial entre une fédé et une start-up, une vraie réussite. Et si vous aviez vu l'accueil, je pense qu'on a encore du temps à ensemble faire émerger en fait et enlever ce complexe qu'on peut avoir sur la réussite à la française. Et je crois qu'on a besoin, vous avez cité Olivier Ginon et Michalak, moi je rajouterais que MyCoach a été créé à Nice et on en parlait tout à l'heure, vous avez Thierry Braillard aussi qui a fait un boulot énorme lorsqu'il était ministre, qui, on se souvient, nous a sorti un jour, on se rejoint à Nice, il a dit, j'ai entendu parler de vous, on crée les jeux digitales, c'est en 2014 avec Axel Lemaire. Et on faisait partie des 5 startups. Et je crois que les 5 startups, c'est Vogo, c'est Sport-Easy, etc. On est encore là. Et souvent, ça a été le point de départ d'une belle aventure. Et concernant Olivier Ginon, je mettrai l'accent aussi sur le GIE, qui a été créé la semaine dernière, qui pour moi n'a pas été assez mis en valeur sur cette relation entre les startups et les grands groupes, notamment sur le fait que aujourd'hui, c'est cette notion de confiance. Si on veut réussir un écosystème fertile, il ne faudra pas que des MyCoach et l'UEFA, il faudra plein d'autres startups et faire en sorte que les Français ensemble soient fiers de faire du business ensemble. Eh bien, c'est parfait pour le mot de la fin.